Altratus, altres, cela signifie « pour notre survie » dans le langage gélosien du livre de la création, écrit par l'Écho, le dernier de la race des Manias. Ces écrits parlaient de la colère majestueuse de 3 rois et d'une reine et leur armée, piégés dans une bataille qui s'est déroulée entre 2 dimensions. Dans ce livre, un paragraphe parle d'une arme à la puissance comparable à une étoile qu'ils ont revêtue et d'une défaite totale, emplie de tristesse. La première phrase que l'Écho avait écrite disait « Nous n'avons pas eu le choix. Toute la flotte a été anéantie. On a vu des choses horribles dont vous ne soupçonnez même pas l'existence se dérouler devant nous. Avan voulait tous nous sauver, mais on ne regrette rien. Car jusqu'à la mort, nous avons tenu face à l'Ata, avec comme seule arme des fragments de l'armure de Nétan. Savez-vous ce qu'est un trou de verre ? C'est un passage entre 2 points de l'espace-temps, permettant de voyager entre différentes dimensions. Il serait semblable à un tunnel, avec un point de départ et un point d'arrivée qui peuvent s'inverser, créant ainsi une boucle de voyage. Cependant, si la puissance nécessaire pour maintenir le trou de verre est annulée en plein milieu du voyage, ou si les 2 entrées se referment en même temps, il est possible de se retrouver piégé dans un espace entre les dimensions, dont les caractéristiques sont inconnues. La gravité exercée par la planète Séné, devenue Magnétar, avait entraîné avec elle la moitié de la flotte de l'Aube, qui s'était retrouvée piégée dans un espace inconnu, face aux Chagas et à d'autres dangers qui semblaient habiter cet endroit. Mais Laïja ne semblait pas être là. Quelque temps après avoir été aspiré dans le trou noir, des milliers de vaisseaux à la dérive et des débris flottaient dans un espace qui semblait liquide et compact. Ils étaient tous éparpillés dans des endroits différents, inconscients, mais leur réveil fut des plus horribles. Dans cette substance, la poussée des moteurs était possible, mais la vitesse semblait être freinée. Les Manias furent les premières à se réveiller et se mirent à attaquer les Chagas qui semblaient ne pas comprendre où ils se trouvaient. L'Écho entendit un message dans un signal radio d'un de ses lieutenants lui demandant de fuir au plus vite, car des astres à l'apparence mécanique se rapprochaient d'eux. Il ne comprit pas et la communication fut coupée. Un sifflement bloqua tous les signaux, sauf les ondes diffusées par les balises. Soudain, l'Écho ressentit une sensation étrange et vit sa mère devant lui, ainsi que sa femme et sa fille. Ses soldats se mirent à genoux en signe de salut. L'Écho fronça les sourcils et cria « Relevez-vous, ce n'est pas la réalité !» et envoya une onde psychique qui révéla la vérité. Le Sar suprême des Manias a la capacité de pouvoir communiquer mentalement avec toutes les personnes dont il se rappelle le visage et possède une force mentale puissante. Ceux qui se tenaient devant l'Écho étaient des êtres dotés de silhouettes humanoïdes, mais dépourvus de traits faciaux, avec des surfaces lisses, blanches et uniformes à la place des visages, donnant une impression de vide profond. Ces êtres semblaient absorber l'énergie vitale. Des hurlements résonnaient sur le bâtiment. Il était trop tard. Allons-y, nous devons quitter le bâtiment et retrouver les autres, dit l'Écho. Mon roi, réveillez-vous !» C'étaient les mots qui réveillèrent Abarus. Il se frotta le visage et demanda « Où sommes-nous » Le soldat lui tendit la main et lui dit qu'ils étaient dans un lieu inconnu et que les instruments de navigation ne fonctionnaient pas. « Relevez-vous, mon roi !»« Mon roi, réveillez-vous !» C'étaient les mots qui réveillèrent Abarus. Il se frotta le visage et fixa le soldat. Mais qu'est-ce que... Soudain, Abarus eut un mauvais pressentiment. 6 soldats se désintégrèrent dans une déformation en hurlant. Puis 1 seconde plus tard, la scène se répéta 3 fois. Et à chaque fois, plus de soldats moururent, sans explication. Le roi gélosien Abarus, 3 facteurs le qualifient. D'abord, le visu. La capacité à percevoir des détails fins. L'acuité visuelle absolue. Ensuite, le quotient intellectuel, la résolution de problèmes très complexes. Et enfin, la vision spatiale. Il peut mesurer avec précision tout ce qui se trouve dans un rayon de 1 km. Il dit à ses hommes « Vite, mettez les masques !»
Ce qu'il vit étaient des ensembles d'organismes microscopiques qui pulsent et changent de couleur en harmonie, formant des motifs complexes et hypnotiques en émettant un bourdonnement étrange et perturbant. Ces organismes se déplaçaient dans l'air, pénétrant les voies respiratoires. Chaque action se répétait 3 ou 4 fois. Des boucles temporelles, des avancées et des retards aléatoires, créant un sentiment de désorientation et de perte de contrôle. Le quotient intellectuel du roi lui permit de contrôler le temps dans une minorité chronologique reportée sur plusieurs événements possibles dans une nanoseconde. Abarus ne comprenait pas. Il semblait plus fort, influençant les événements et les personnes autour de lui, y compris ses soldats pour les protéger de cette boucle temporelle. Puis il quitta le pont. « Où sommes-nous » cria la reine Felicia. « Dépêchez-vous, je veux une explication !» Et les soldats se hâtèrent. Sur le vaisseau des Orchas, le Bazoul, le plus grand bâtiment de l'aube, était entouré d'un champ magnétique. Ce bâtiment était alimenté par des cristaux Carivan, qui se nourrissaient de toutes sortes de températures, offrant une recharge autonome. La coque en adamantis ne laissait rien passer, le génie de Felicia. Un capitaine du nom de Hylas dit à la reine: « Nous sommes dans un espace inconnu, votre majesté. Cet espace ne contient pas de lumière. » « Alors allumez-la donc. » Le capitaine ne comprit pas. La reine répliqua: « La lumière, allumez-la, Hylas !» Ils furent tous choqués en voyant des êtres rampants et autres bizarreries immondes s'échapper sous l'effet de la lumière des faisceaux. En regardant bien autour d'eux, ils étaient dans l'estomac d'une créature ou dans un amas de chair, mais quelque chose de vivant. « Eh bien, il doit être bien gros celui-là pour nous avoir avalés, » dit la reine. Le Bazoul des Orchas, un bâtiment de 12 km de long et 2 en hauteur, ressemblait beaucoup à un espadon. 8 bâtiments Chagas étaient en vue à la dérive. « Faites feu !» ordonna la reine. Le vaisseau se mit à tirer des missiles et des explosifs dans tous les sens, et un hurlement retentit. Nous sommes vraiment à l'intérieur de quelque chose d'énorme, pensa Felicia. Elle répliqua: « Utilisez l'anneau. Votre Majesté, tu as quelque chose à dire, Hylas ?» « Non, répondit-il. L'anneau, le bijou des Néodiens, un anneau qui se place à l'avant du Bazoul, orné de cristaux Carivan. 3 salves à 3 formes sont possibles. Ensuite, les cristaux se rechargent seuls pendant 12 heures. Le nombre de cristaux est limité à 10. Si un de plus est rajouté, le couplage est brisé. La première fusion des cristaux Carivan s'appelle le Valet. L'anneau projette un laser perforant qui détruit la matière. La seconde, le Roi. L'anneau crée un forêt à haute vélocité, créant une tempête électrique sur la pointe qui peut percer n'importe quelle coque. Et le dernier, la Reine, un bouclier d'antimatière qui recouvre le Bazoul. Chargé au maximum, rien ne peut approcher le bâtiment. Felicia demanda le couplage de la cour royale, la fusion des 3 formes. Et dans une explosion, ils sortirent de l'estomac. Pour la première fois, Felicia fut choquée. Devant eux se trouvait une planète de couleur jaune et orange, seule, éclairée par une petite étoile. Elle semblait avoir des anneaux. Mais en n'y prêtant plus attention, c'étaient des milliers de vaisseaux de l'eau des Chagas, détruits avec des corps à la dérive qui formaient ces anneaux. Il ne restait que le Bazoul. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda la reine. « Où sont les Néodiens ?» demanda Élisséban à son bras droit Yaphaël. « Je ne sais pas, Élie. Nous avons perdu les autres. La balise indique cette planète. Nous devons nous y rendre. » Élisséban ressentit de l'agressivité derrière lui, comme une attaque. Il leva la main et repoussa la barre métallique. En se retournant, il vit que tous ces hommes étaient devenus de formes de vie hybrides, composées de parties organiques et mécaniques qui se nourrissaient du métal des vaisseaux. Ils semblaient souffrir d'une fusion entre 2 réalités, créant des représentations cauchemardesques de ce qui devait être impossible. Yaphaël, son ami et capitaine, lui demanda de quitter le vaisseau. Dans leur fuite, ils se retrouvèrent face à face à une sorte de golem hybride.
Yaphaël et Élie le combattirent, mais le golem d'une force redoutable brisa la colonne vertébrale de Yaphaël et déclencha une colère puissante dans le cœur de Élie-Séban. Les Séban, une lignée royale, étaient des Odarésiens modifiés qui pouvaient soulever facilement une navette à bout de bras. Mais bizarrement, la force du Magnus était décuplée. Il devenait plus grand en taille et ne fit qu'une bouchée du golem et prit la fuite avec Yaphaël dans les bras, qui lui dit « Élie, mon Magnus, vous avez évolué à l'instant. Je suis fier de vous. Ce fut un honneur. » Et ferma les yeux. Des larmes coulaient sur les joues de Élie-Séban, avec une frustration pour ses hommes. Les choses allaient vite. Tous les quatre partirent en direction de cette planète. Plus ils se rapprochaient, plus les dangers de la dimension s'éloignaient. Un havre de paix? Non. Un chemin tracé par les corps de leurs compagnons. De la tristesse, de la haine, de la frustration, de la vengeance. Voilà ce que ressentaient les quatre illustres. Il ne restait que le Bazoul et 3 navettes. Mais qui activait cette balise sur ce monde, entouré par les cadavres de nos ennemis et héros? Sur le Bazoul, il y avait 1300 guerriers. Félicia prit 1100 guerriers, armés jusqu'aux dents, équipés de véhicules et de chars. Et la voix de l'écho résonna dans la tête des illustres. Il disait « Mes amis, notre armée, Nous aussi, l'écho, dit Abarus. Allons-y, on se retrouve à la balise. » Cette planète était un désert, mais où régnait une atmosphère calme, presque apaisante. Le premier à atteindre la balise fut l'écho. Ensuite Abarus, Félicia et Élie-Séban. Ce qui suivit fut des plus curieux. Ce monde était vide, rien. Il n'y avait pas âme qui vive sur cette surface, pas un insecte. Abarus dit, ce monde a été stérilisé. Devant eux, un tronc d'arbre, sec, la seule chose sur des kilomètres. La balise se trouva à l'intérieur. Plus loin, un nuage de poussière, une armée s'approchait. Les Chagas. Que faisait-il là? Un géant à l'armure dorée et noire marchait devant eux avec une lame noire brillante qui reflétait le cosmos. Il avait un visage humain avec des sourcils longs et blancs. Il leva la main en signe d'arrêt des troupes et s'arrêta, surpris de voir nos héros. Il cria « Vous ici? Vous nous avez attirés dans un piège. Je suis Mugen Krateo, commandant des armées du 4e miracle de l'Aéja. » « Mais pourquoi nous sommes tous réunis ici ?» se demanda l'écho. Plein de colère, Élie-Séban courut en direction des Chagas sans armes. Félicia cria « Allez !» et suivit le Magnus des Odarésiens. 2 au centre et 2 sur le côté. L'aube écrasait les Chagas au niveau tactique, qui semblaient perturbés par cet endroit. Comme Mugen lança une puissante vague d'énergie qui balaya les soldats et fonça sur Élie-Séban pour le transpercer avec sa lame. Il y esquiva le coup et riposta avec un puissant coup de poing au visage qui créa une onde de choc et balaya les Chagas sur plus de 20 mètres. Mugen ne bougea plus. Élie fut surpris. Son poing était dans la paume de Mugen, qui de son autre bras leva son épée pour trancher la tête de Élie. Impossible d'esquiver. L'attaque était trop rapide. Tu seras le premier cadeau, dit-il. Lorsque l'écho apparut et bloqua l'attaque avec son épée, qui se mit à fondre et lança une onde psychique sur Mugen, qui serra les dents. Élie en profita pour envoyer un coup de pied lourd à Mugen au niveau du ventre. Mugen lâcha le poids de Élie et avec une force inouïe, il lui mit un crochet du gauche au niveau du foie. On avait tous entendu les os craquer. L'écho à la gauche de Élie fut éjecté avec son ami et atterrit plus loin avec un bras cassé. Et Élie inconscient au sol. Mugen prit sa lame et la brisa en 4 morceaux et les avala. Et il cria que commence la symphonie de la coupure. Il dégageait encore plus de puissance qu'avant. Félicia cria « Hylas, mes bijoux !» C'est déjà fait, votre majesté. Vous devez tenir 2 minutes avant leur arrivée. Les bijoux de la reine sont des armes en adamantis
Ils peuvent canaliser l'énergie de son possesseur et sont d'une résistance incroyable. Abarus cria « Felicia, je vais le retenir !» Et Abarus se mit à marcher en direction de Mugen qui fit pareil. Le rapport de minorité chronologique dans une nanoseconde. Abarus évitait les coups de Mugen mais ne pouvait contre-attaquer. Il savait et voyait ce que cela lui ferait de frapper Mugen avec ses sabres. 1 minute passa. Mugen, frustré de ne pas toucher son adversaire, créa une explosion d'énergie sur 360 degrés. Abarus ne pouvait y échapper, car une grande distance était couverte. Il fut balayé. Mugen répéta l'action une seconde fois, pour en finir avec son adversaire. Quand Felicia se mit devant Abarus et cria « Je vais te vaincre, Mugen Krateo ! Ici et maintenant !» Elle protégeait Abarus de l'exposition à l'énergie avec son corps. Les mains de Felicia se mirent à brûler. Elle serrait les dents. Quand la reine des Néodiens se mit à briller, les bijoux étaient en sa possession. En osmose avec elle, elle canalisait l'énergie. Felicia n'était pas plus forte que Mugen, mais sa science des pierres et des métaux lui avait permis de construire des armes pour rivaliser avec les puissants et pratiquer un art de combat néodien extrêmement dangereux. Le Tendelok, la fusion de l'homme et l'arme. Un combat magnifique se déroula. Impossible de les départager. Aucun des rois n'aurait pensé Felicia si flamboyante. Mais Mugen Krateo, pensez-vous qu'il soit commandant du 4e miracle de l'Aïja pour rien? Dans sa tête, une voix résonna. Elle disait « Pour qui te bats-tu, Mugen? Hein? Pour qui te bats-tu, Krateo? Hein? Ma reine, c'est vous? C'est pour vous, ma déesse. Pour vous, ma déesse. Alors brise-les. Ne laisse rien. Réponds mon autorité. Ce que l'on appelle la coupure, le basculement, la perte de toute conscience en la réalité, faisait naître la destruction dans une aura blanche. Les bijoux ne supportaient plus la puissance dégagée par le Chagas. Felicia cria « À tous les soldats, fuyez, regagnez le Bazoul. Abarus, l'écho, levez-vous, nous devons l'arrêter ensemble. » Elle partagea ses armes bijoux aux 3 rois qui se relevèrent et se jetèrent sur Mugen, qui hurla dans une explosion d'énergie et balaya les 4 illustres et les soldats en fuite. Un spectacle horrible. Ils se relevèrent et repartirent à l'assaut. Ilisseban avait réussi à saisir Mugen dans le dos. Un sacrifice. Les 3 autres visaient sa tête. La lame de l'écho fit mouche et le temps s'arrêta. Tous étaient figés, mais conscients, et se firent envoyer au moment de la rencontre entre les Chagas et l'aube, à l'endroit du tronc d'arbre et de la balise. Tous furent choqués, car personne n'avait oublié le combat contre Mugen qui s'était passé à l'instant. Quand une chose tomba du ciel dans un soulèvement de poussière. Mais qu'est-ce que c'était? Se demandèrent-ils. Un être humanoïde fait de métal, d'apparence dorée, se fit apercevoir dans la fumée. Il regarda ses mains et le ciel, toucha la terre et dit « Cela fait très longtemps que je ne me suis pas matérialisé, n'est-ce pas, Mugen ?» Un hata, pensa Mugen. Ce commandant Chagas, fort et puissant, ressentait de la peur et se mit à genoux avec ses hommes. Puis il dit « Seigneur Sadax ». Sadax le fils était là et se tenait devant eux. Oh, mais quelle belle brochette. Des questions? C'est moi qui vous ai attiré ici. Mugen Krateo, je suis si heureux de te voir. Épargne-moi tes politesses et autres saluts, tu veux bien? Tu te souviens de ce que toi et ta sœur avez fait à Anna et aux êtres de ma dimension pendant mon sommeil? Où est Larga, ta sœur? Mugen, n'aie pas peur. Je ne vais pas te tuer. Je serai trop bon. Tu vas devenir mon jouet. Tu vas souffrir. L'écho dit aux autres dans un message mental. Nous devons fuir. Cette chose dépasse notre compréhension. Sadax avait entendu. Lata dit. La fête n'est pas finie, l'écho. Que personne ne bouge. Et pour fuir, fuir où? Vous êtes chez moi, à genoux.
Tous les Chagas et les rois, y compris l'aube, se prosternèrent. Leur corps ne leur obéissait plus. Seule Féicha restait debout. Cette femme n'obéissait à aucune loi. Sa fierté dépassait tout. Sadax leva le doigt et son corps fut plaqué contre le sol. Sadax dit « Tu n'es pas à genoux, tu es allongé. On ne m'avait encore jamais fait cet honneur. » « Très bien, Mugen. Active le lien avec ma mère. J'aimerais l'inviter à notre petite fête. » Mugen ne dit rien. Le Hata regarda les illustres et ses visages métalliques afficha un sourire effrayant.